programme vous est offert par Illico Cash. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières promet de bannir les vices au sein de la police nationale congolaise, notamment les arrestations arbitraires et la corruption. Il a dit ce jeudi au cours de la cérémonie de sa présentation à la PNC à Kinshasa. Le ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, a été associé à cette cérémonie de prise d'armes. À la Défense, on parle de la présentation du nouveau patron en remplacement de Jean-Pierre Bemba Gombo a été faite au quartier général des FARDC. Trouver de solutions aux problèmes identifiés au sein de l'armée congolaise, tel est l'espoir des hommes en uniforme. Alors qu'ailleurs, on vante les avantages du code minier, bien au contraire, à Sakania, le code ne s'applique pas. L'entreprise chinoise Sabwe Mining dicte sa loi à Lonchi au point de refuser l'accès aux élus nationaux venus s'enquérir de la situation. Le député national Serge Condé en est la victime. Les Léopards de la République démocratique du Congo joueront dans le groupe H aux côtés du Sili national de Guinée, les Taifa Stars de la Tanzanie et les Warriors de l'Éthiopie. C'est le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations effectué ce jeudi en Égypte par la Confédération africaine de football. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Dans l'actualité, le chef d'état-major général a présenté Guy Mwadianvita Kabombo, vice-premier ministre en charge de la défense nationale au commandement militaire. La cérémonie s'est déroulée au quartier général des FARDC dans l'espoir de voir venir un chef hiérarchique qui est déterminé à trouver solution aux problèmes identifiés au sein de l'armée congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a été présenté ce jeudi 4 juillet 2024 par le chef d'état-major général des FARDC au haut commandement militaire. La cérémonie a eu lieu au grand quartier général des forces armées, au lieutenant général Kokolo à Kinshasa. Le chef d'état-major général a mis cette occasion à profit pour présenter aussi la situation générale de nos forces armées au vice-premier ministre Guy Kabombo Mwadianvita. Dans sa déclaration, il a exprimé sa détermination et celle d'ensemble du gouvernement à apporter des solutions idoines aux problèmes de l'armée. Il en a profité aussi pour rappeler les militaires des FARDC à l'abnégation, au sens élevé de patriotisme et à la discipline pour la sauvegarde des intérêts territoriaux de la République démocratique du Congo, mais aussi la récupération de tous les territoires de la RDC aujourd'hui sous occupation de l'ennemi. Mettre en place des mécanismes pour améliorer la rémunération des policiers, la construction et réhabilitation des commissariats, des casernes et quartiers généraux, rétablir la confiance entre la population et la police. Voilà les mots de Jacquemin Chabani au cours de la cérémonie de prise d'armes ce jeudi. Le patron de l'Intérieur s'est engagé à défendre les intérêts de la police nationale congolaise et de travailler efficacement pour assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Cette cérémonie de haute facture était également destinée au ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba. Toutes ces personnalités du gouvernement souminois ont été présentées à la police nationale congolaise par les secrétaires généraux à l'intérieur après la lecture des ordonnances présidentielles. Devant ces agents de l'ordre de la République et services de sécurité, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a prononcé un discours prometteur mettant en avant les intérêts de la police nationale congolaise. La police nationale congolaise, en plein processus de sa réforme, est aujourd'hui motivée par l'impérieuse nécessité de devenir une police républicaine et professionnelle, au service de la nation, pour asseoir la démocratie et l'état de droit que prône le chef de l'État. Ainsi, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification
normal et adéquat. Le chef de la territoriale nationale a également insisté sur les missions de la police nationale congolaise qui ne doivent en aucun cas encourager ou tolérer les actes de torture ou les traitements inhumains. Vous conviendrez avec moi que la police nationale congolaise ne saura remplir ses missions si la discipline n'est pas de mise au sein des unités qui la composent. Cette discipline devra être accompagnée par le respect de la voie hiérarchique afin de permettre la bonne exécution des ordres reçus. Après son discours, le vice-premier ministre de l'Intérieur a gratifié 3 policiers, dont une brigadière en chef, un sous-commissaire et les commissaires adjoints. Et clôture ce jeudi du consortium Sauti Amama Mukokomani et le collectif des associations féminines pour le développement. C'est une table ronde nationale qui a duré 2 jours et au cours de laquelle des femmes venues de plusieurs provinces en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays y ont pris part. Ces femmes venues des différentes provinces, Ituri, Tanganyika, Maindombe, Nord et Sud Kivu et les collectifs des associations féminines ont échangé sur la question de l'Est du pays dans sa partie orientale en proie à des violences. En fait, il faut d'abord reconnaître que c'est un processus qui a commencé il y a plus de 7 mois. On a commencé par des forums au niveau provincial. On a organisé dans 5 provinces de la République démocratique du Congo qui sont affectées par le conflit armé, notamment la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika et de Maindombe. En fait, l'idée pour nous, c'est que nous pensons que les femmes ont un rôle très important à jouer dans ce processus de paix. Elles sont à la première ligne de l'action humanitaire. Ce sont les femmes qui travaillent au quotidien aux côtés des victimes de conflits. Sous les thèmes « Sans les femmes, pas de paix durable », ces femmes sollicitent le rétablissement de la paix dans ces provinces longtemps ravagées par la guerre. La population qui est restée au Nord Kivu, c'est-à-dire que nous n'avons qu'un seul pays, Congo, que nous devons protéger. Et le Nord Kivu restera indivisible, c'est-à-dire que toute personne est appelée à poser une action qui pourra sauver le Nord Kivu. Donc nous sommes tous appelés à une cohésion et cohabitation pacifique, surtout ne pas céder au jeu de l'ennemi. Nous devons faire confiance à notre armée. Présents à ces assises, les représentants des différentes provinces et associés ont été présentés pour un aboutissement meilleur de leur plaidoyer auprès des autorités compétentes du pays. Je le disais au titre, en vacances parlementaires dans son fief, l'élu de Sakania, Serge Kondé, est allé s'enquérir de la situation qui prévaut au sein de l'entreprise Sabwe Mining, qui se caractérise par le licenciement abusif, le non-respect du cahier de charges en matière de recrutement. L'entreprise actuellement est minée des militaires qui interdisent l'accès aux représentants du peuple. Le paiement décent des décomptes finaux des agents licenciés abusivement suite à une exploitation illégale par l'entreprise minière Sabwe Mining, le recrutement orienté de manière récurrente sur la main-d'œuvre étrangère et le manque de programmation de la bonne politique d'organisation du travail par une formation adaptée et systémique afin de valoriser les fils du terroir. Voilà les mots qui rongent l'entreprise minière Sabwe Mining à Sakania. La population se réfère à leurs représentants Serge Kondé, le prince de Selengue, après avoir écouté ses plaintes, a pris la direction de Lonchi, site de la dite entreprise, pour s'enquérir de la situation. Sur place, les agents commis à la sécurité ont eu des instructions claires venant des sujets chinois qui exploitent les minerais. Aucun accès n'est autorisé dans le site. Ce qui a donné lieu à des échanges musclés entre la population et la sécurité de Sabwe Mining. C'était pour moi le devoir de venir palper du doigt les opérations ou le comportement de cette entreprise vis-à-vis de la population. Mais ici, c'est chez moi, dans ma circonscription électorale, une société minière qui se donne le luxe de m'empêcher l'accès. Et j'apprends dans la population qu'il y a beaucoup de maltraitance à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Cet accueil irrespectueux réservé au député national Serge Kondé a énervé la population qui est montée au créneau.
Nous voulons qu'il entre. Mais pourquoi jusqu'à maintenant, il refuse que l'honorable entre? Voilà, c'est l'humiliation. Ça, c'est l'impolitesse notoire capitale manifeste. Il y a quelque chose, ils ont déjà commencé à produire. Il y a beaucoup d'histoires ici. Poursuivant sa ronde, le double brassard de Sakania s'est arrêté à la clinique Lonchi pour se rendre compte de la situation sanitaire et visiter les malades. Arrivé à l'école primaire Saint-Jean-Bosco, l'homme de l'équilibre s'est entretenu avec toutes les couches de la population composée de la société civile locale, des cadres et militants des partis politiques regroupés au sein de l'Union sacrée, du mouvement Abelou et Sampia. Plus que déterminé à porter la voix de ses électeurs, Serge Condé rassure, la population de Lonchi à Sakania doit vivre les avantages du code minier. Relance du projet de construction des 2 grands centres de formation professionnelle moderne à Kinshasa, dans la zone économique spéciale et dans la ville de Mbuji-Mayi dans le Kassai oriental. Le ministre de la formation professionnelle s'est entretenu avec le directeur général de AVIC International Beijing, Valentine Liao. Marc Ekila veut s'enquérir de l'évolution des engagements entre le gouvernement congolais et chinois à travers la firme AVIC. Le projet prévoit la formation ciblée de jeunes sans diplôme en vue de les outiller dans les domaines nécessitant une main-d'œuvre qualifiée, à l'instar des mines, où la République démocratique du Congo accuse le coût en termes des personnes qualifiées. D'où cet entretien entre le ministre de la formation professionnelle et le directeur général de l'international Beijing Valentin Liao. Marc Ekila a voulu palper du doigt l'évolution des engagements entre le gouvernement congolais et chinois à travers cette firme. Il s'agit des centres par excellence de formation professionnelle. Nous allons surtout prendre les filières qui a comme d'activité principale ici en RDC. Entre autres, nous savons qu'il y a les mines et il y a aussi l'agriculture qui n'est pas très avancée, mais nous allons l'intégrer aussi. Il y a la mécanique. Il y a plusieurs filières que nous allons prendre dans ces centres-là. C'est un centre de formation professionnelle qui va prendre les jeunes qui n'ont jamais obtenu de diplôme. Les discussions entre les deux parties ont débuté en 2019, alors que la partie congolaise a déjà donné son accord des principes. Le projet peine à se concrétiser. Les deux parties doivent discuter dans les tout prochains jours du type de contrat à adopter avant de finaliser le partenariat. La construction de 2 centres de formation professionnelle moderne à Kinshasa dans la zone économique spéciale et dans la ville de Mbuji-Mayi dans les Kassai oriental s'inscrit dans les volets de création d'emplois de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, tel qu'est présenté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka à l'investiture du gouvernement. Et sachez que l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI a organisé une journée de réflexion sur les réformes des climats des affaires en RDC. Une réunion présidée par le directeur général de cette institution, le professeur Bruno Chibangu, dans le but de renforcer les capacités des agents. L'ANAPI a organisé ce 3 juillet 2024 une journée de réflexion sur les réformes des climats des affaires à Kinshasa, dans son siège national, avec plusieurs experts des différentes structures des climats des affaires. Dans son allocution, le directeur général de l'ANAPI, le professeur Bruno Chibangu, a commencé par la présentation du conseiller du ministre du Plan et il a insisté sur les réformes de plusieurs axes concernant les affaires et le travail de l'ANAPI. Nous avons fait venir les experts en climat des affaires pour qu'on puisse réfléchir sur l'activité prochaine, sur l'implémentation des différentes réformes qui sont reprises dans 3 matrices du climat des affaires. Nous avons la matrice des actions urgentes, la matrice des actions à court terme et la matrice des actions à moyen et long terme. Après les DG de l'ANAPI, c'est le tour du directeur des climats des affaires, Michel Maswapi Kipundo, qui prend la parole pour l'évaluation de plusieurs réformes. Le gouvernement veut maintenant que pour chaque réforme, qu'il y ait un budget bien déterminé et que l'on puisse donner ce budget pour que les réformes-là soient vraiment portées par le gouvernement. Après l'exposition de plusieurs réformes, s'en est suivi la série des questions-réponses entre les experts présents dans la salle et les directeurs du climat des affaires. En réalité, c'est une démarche d'évaluation, mais aussi de budgétisation de toutes
ces réformes. Rappelons que cette activité avait pour objectif de renforcer les capacités des membres et les expositions de plusieurs réformes pour la bonne gouvernance sur l'avancement des climats des affaires congolais. Et dans un communiqué à la presse, la délégation syndicale de la Direction générale des impôts hausse le ton contre les rumeurs qu'elle juge non fondées véhiculées dans les réseaux sociaux à travers un communiqué et audio des sources inconnues dans lesquelles une prétendue rétention de paiement de la prime serait occasionnée par la divergence des points de vue sur les éléments de calcul de la paie des agents. La délégation syndicale de la Direction générale des impôts a été saisie des rumeurs non fondées véhiculées dans les réseaux sociaux à travers un communiqué et un audio des sources inconnues dans lesquelles une prétendue rétention des paiements de la prime serait occasionnée par la divergence des points de vue sur les éléments de calcul de la paie des agents. La Direction générale des impôts a pour seule mission la mobilisation des recettes pour les comptes du Trésor public afin de donner au président de la République et à son gouvernement les moyens de sa politique. La délégation syndicale félicite les cadres et agents pour avoir accompli avec abnégation et dévouement leur mission en dépassant toujours les assignations. La délégation syndicale prévient tous les cadres et agents que la Direction générale des impôts ne peut en aucune façon servir des terrains des activités politiques qui sont de nature à démobiliser et à distraire l'ensemble du personnel et dévier ces derniers de sa noble mission. La délégation syndicale n'est donc ni de près ni de loin impliquée dans cette campagne qui vise à ternir son image et jeter un discrédit sur sa mission qu'elle a toujours accompli avec bravoure. La délégation syndicale invite les cadres et agents à ne pas prêter foi à cette campagne d'intoxication qui n'a comme visée que de décourager les membres de la haute direction de la Direction générale des impôts dans leur volonté de toujours favoriser un climat de paix sociale. Et puis le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, a échangé avec les membres du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette première rencontre de prise de contact qui a permis au ministre de tutelle de donner des orientations claires à l'équipe dirigeante de l'INPP dans le but d'offrir à la population active davantage d'opportunités d'apprendre des métiers pour une meilleure insertion dans la société. Les membres du conseil d'administration de l'INPP ont été conduits auprès du ministre du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, par le président du conseil d'administration, Jean-Marie Lukulassi. Outre la présentation succincte de l'INPP, faite par son directeur général Godefroy Chimanga, le ministre de l'Emploi a été aussi informé des problèmes majeurs auquel est confronté cet établissement public depuis sa création en 1964 jusqu'à ce jour. Il s'agit notamment des difficultés liées à la faible participation, soit 50% de l'État propriétaire du budget de cet établissement public, et des fausses déclarations des effectifs des travailleurs auxquels s'adonnent certains employeurs dans le versement de l'IPR. C'est une réunion de prise de contact avec le ministre de l'Emploi. Et ça s'est très bien passé. Nous avons expliqué nos petits problèmes et qu'à l'avenir, nous travaillons en parfaite collaboration pour trouver la solution par rapport à notre organisation. Le ministre a un esprit d'ouverture. Il est ouvert et nous offre sa collaboration, son accompagnement dans notre mission, dans la réalisation de notre objet social. Toujours dans le cadre de la prise de contact avec les structures sous sa tutelle, le ministre Ephraim Akwakwa a également conféré avec les responsables de 8 programmes du ministère de l'Emploi et du Travail, question de s'imprégner du fonctionnement de ces structures. Très réceptif, le numéro 1 de l'emploi tient à matérialiser la première priorité du gouvernement souminois visant à créer plus de 6 millions d'emplois.
Et dans le Lomami, après s'être impliqué dans le rétablissement de l'électricité et matérialisé la vision du chef de l'État, le gouverneur de la province Banza Molomé Marmont s'est rendu ce jeudi à la gare de la SNCC Kamina pour participer au déchargement des matériels devant servir aux travaux de lutte contre le noir, entendez le manque d'électricité dans cette partie du pays. C'est ce jeudi que le gouverneur des provinces, Marmont Banza Mouloumé, accompagné de son adjoint, Rosen Wakadilo, a réceptionné des matériels pour la mise en fonction du groupe Turbo Alternator numéro 3 de la centrale hydroélectrique des Kiloubi à la gare SNCC en provenance de l'Ikassi. Ces lots est essentiellement composé des pièces nécessaires pour la mise en fonctionnement de la centrale. Remercier le chef de l'État. C'est grâce à lui, à la sécurité, que nous obtenons tout ce qui arrive ici chez nous. Nous remercions aussi sincèrement les autorités de la SNCC et principalement le comité de gestion qui a facilité l'arrivée de ces matériels. Nous allons demander seulement aux responsables de la SNEL de faire bon usage. À la population, nous pensons que d'ici quelques jours, nous serons dans la joie, nous aurons l'électricité. Pour le reste, nous remercions tous les intervenants. En effet, le service technique de la SNEL rassure à l'autorité provinciale que ces travaux seront effectués dans un bref délai. L'énergie sera là, la remise en service en un temps raisonnable. Notons que l'arrivée de ces matériels est un ouf de soulagement pour la population des Kamina qui perdait espoir de voir à nouveau la ville éclairée en énergie électrique. Soulignons également qu'après la gare SNCC, le chef de l'exécutif provincial, Marmont Banza Mouloumé, a visité les différents bureaux du gouvernorat, question de s'imprégner du mode de travail, mais aussi des difficultés rencontrées dans chaque secteur. Et à Goma, la sénatrice Anne Mbougougé, à travers sa fondation, a remis ce jeudi des vivres et non-vivres aux malades déplacés de guerre, internés au centre médical Hope in Africa et d'autres vulnérables installés au camp de Boulengo, au quartier Lac Vert à Goma, compatir avec ces Congolais qui ont fui l'agression du M23 dans le territoire de Massissi et la motivation première de cette fondation. Les malades déplacés de guerre internés au centre médical Hope in Africa, au quartier Lac Vert à Goma, ont eu une visite de la part des membres de la fondation Anne Mbougougé. Ces derniers ont remis sur place des vivres et non-vivres, une façon pour eux d'apporter sourire à ces malades. Les responsables de cette structure sanitaire ont salué ce geste de la sénatrice Anne Mbougougé. Nous sommes en train de remercier la bravoure de la sénatrice qui s'est rappelée de déplacer. Comme d'habitude, les déplacés n'ont rien, ils ont tout laissé chez eux. Juste après, les membres de la fondation Anne Mbougougé sont allés remettre aussi des vivres et non-vivres à d'autres déplacés du site de Boulengo, toujours au quartier Lac Vert. Maître Loubanja Dieudonné, porte-parole de cette fondation, précise que ce geste de la sénatrice Anne Mbougougé est purement humanitaire. Je vais souligner que Madame Anne Mbougougé, c'est une sénatrice aujourd'hui au niveau national qui a toujours prôné dans sa doctrine le social. Et puis, nous devons aussi souligner que maintenant là que nous sommes dans le cas de Boulengo, nous sommes venus juste compatir avec certains déplacés et là nous avons ciblé les plus vulnérables. Outre ces vivres et non-vivres, la fondation Anne Mbougougé a remis un tank d'eau pour permettre à ces nombreux déplacés du site de Boulengo à Goma d'avoir accès à l'eau potable, cela sans beaucoup de difficultés. Agissons pour la République. AREP, le parti conduit par le ministre d'État Guilo Ndomboyo, vient de doter ses élus électoraux d'un lot d'une trentaine plutôt des véhicules. La démarche salvatrice est mise en œuvre afin d'assurer la mobilité de ces derniers, appelés à recueillir les désidératas des électeurs. Le go de l'acheminement de ce char automobile vers les différentes provinces a été lancé mercredi par le secrétaire général du parti. Réduire la distance entre les fiefs électoraux et maintenir le contact permanent entre les élus et les électeurs, c'est la vision politique de fond de l'autorité morale du parti Agissons pour la République, le ministre d'État Guilo Ndomboyo, au fin d'un rapprochement plus consistant avec la base.
Il se pose un problème au niveau des provinces. Les étendues sont immenses. Face à des difficultés de mouvoir pour aller recueillir les préoccupations des populations, écouter leurs desiderata, leurs préoccupations. Notre parti, le parti cher à son excellence Guido Ndombo, a résolu d'avoir aussi un charroi automobile sur lequel on peut de temps à autre prendre des véhicules et les doter, les mettre à la disposition des élus, des cadres, dans les cadres du travail, parce que nous travaillons en réalité pour la population, derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Camille Richard Kalele Malobo, secrétaire général du parti, instruit pour l'acheminement de ce charroi automobile, cette mobilité permettra aux élus provinciaux de recueillir les desiderata de la population. Pour nous, en tant qu'une organisation politique sérieuse, de véhiculer nos députés pour leur permettre de mouvoir, d'aller vers leur population. Les véhicules vont prendre différentes directions des provinces pour chacun de nos députés. 37 véhicules pour 37 élus provinciaux, une mise à intérêt communautaire qui traduit la volonté d'un parti politique structuré et organisé à donner de la voix à son électorat et à travailler pour le bien-être social de tout un peuple. Et ce jeudi, les rues de Bukavu ont été le théâtre des manifestations. Les habitants du Sud Kivu venus d'Uvira, Kabare, Bukavu et divers horizons ont défilé pour exiger la libération sans condition de François Roubota, ancien ministre du Développement rural, actuellement détenu à la prison centrale de Makala. Les manifestants dénoncent une arrestation jugée arbitraire et réclament justice pour le ministre honoraire. Une vague de protestations a déferlé sur les rues des Bukavu ce jeudi, alors que des milliers d'habitants du Sud Kivu se sont rassemblés pour exiger la libération sans condition de François Roubota, ancien ministre du Développement rural, actuellement détenu à la prison centrale de Makala. Les habitants venus des divers horizons tels que Uvira, Kabare et Bukavu étaient munis des calicots et des banderoles où l'on pouvait lire « La place de Roubota n'est pas en prison », exprimant ainsi leur soutien à Roubota et dénonçant ce qu'ils considèrent comme une arrestation illégale. Nous déclarons la libération Parti du rond-point Feu Rouge, la marche s'est terminée au gouvernorat du Sud Kivu. Les manifestants ont remis un mémorandum aux autorités locales réclamant la libération immédiate et sans condition de François Roubota. Toute l'opinion du Sud Kivu ne supporte plus de voir ses leaders déprimés, humiliés, privés de leur liberté, cessés de leur sève politique et puis être acquittés sans aucune réparation. Après Vital Kamerhe hier et François Roubota aujourd'hui, demain, à qui les tours? Cette manifestation de Bukavu est un témoignage de la frustration croissante des habitants du Sud Kivu face à un système judiciaire qu'ils jugent partial. Pour les habitants du Sud Kivu, la libération de François Roubota est devenue un symbole de la lutte pour une justice équitable et transparente en RDC, comme l'a toujours souhaité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis les fidèles de l'église cité de refuge du prophète Jules Moulindois ont célébré le 64e anniversaire de l'accession de l'indépendance de la République démocratique du Congo à travers la Sainte Seine organisée. À cette suite, l'homme des dieux a prié pour la paix au pays et plus particulièrement dans la partie orientale. C'est une marée humaine qui implore la miséricorde divine pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Prions également pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées congolaises. Plusieurs autorités civiles et militaires ont pris part à cette grande activité pour rendre grâce à Dieu en marge du 64e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance. Dans son exhortation, le prophète Jules Moulindois n'a pas oublié les malades.
République démocratique du Congo est victime d'une agression lui imposée par les Rwandais durant près de 3 décennies, ayant causé plusieurs morts et déplacements massifs des populations dans différentes régions en proie en guerre. Le prophète Jules Molindois, visionnaire de l'église cité des refuges, est un modèle de la vérité et sa mission évangélique est répandue dans toutes les provinces du pays et dans quelques pays voisins. En sport, on parle football avec le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La RDC, tête de série, hérite de la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie dans le groupe H, un groupe plus ou moins équilibré pour les poulains de Dessabre. Qui a été changé au milieu de la compétition. Alors le groupe H, nous avons la République démocratique du Congo. Le go de ces éliminatoires sera donné au mois de septembre. Les léopards de la RDC, tête de série du groupe H, doivent s'inscrire dans la logique d'une qualification qui va leur permettre de rester dans la continuité du projet en cours mis en place par le nouveau staff technique. Classé dans le pot 1 par la CAF, la RDC hérite, après tirage au sort, du groupe H en compagnie de la Guinée, son dernier adversaire en quart de finale de la dernière CAN. Et nous sommes très excités de la Tanzanie et de l'Éthiopie également. Comme la Guinée, les Taifa Stars ont également croisé la RDC il y a quelques mois à Korogo en Côte d'Ivoire, toujours lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Par ailleurs, l'Éthiopie reste un adversaire inconnu pour les Congolais qui l'ont affronté la dernière fois lors des éliminatoires de la CAN 2008 organisée au Ghana. Un tirage plutôt équilibré pour les fauves congolais qui partent favoris, mais ils doivent tout de même ne pas négliger l'adversaire. Soulignons que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est prévue au Maroc du 25 décembre 2025 au 18 janvier 2026. C'est pour la première fois que cette compétition va se disputer en 2 années. Et dans le palmarès, les protégés de Sébastien Dessabre vont concourir pour une 4e participation en 5 éditions depuis 2015. Venons en rappel des principaux titres. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières promet de bannir les vices au sein de la police nationale congolaise, notamment les arrestations arbitraires et la corruption. Il a dit ce jeudi au cours de la cérémonie de sa présentation à la PNC à Kinshasa. Le ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba, a été associé à cette cérémonie de prise d'armes. À la Défense, la présentation du nouveau patron en remplacement de Jean-Pierre Bemba a été faite au quartier général des FRDC. Trouver solution aux problèmes identifiés au sein de l'armée congolaise, tel est l'espoir des hommes en uniforme. Alors qu'ailleurs on vante les avantages du code minier, bien au contraire à Sakania, le code ne s'applique pas. L'entreprise chinoise Sabwe Mining dicte sa loi à Lonchi au point de refuser l'accès aux élus nationaux venus s'enquérir de la situation. Le député national Serge Kondé en est la victime. Et puis les léopards de la République démocratique du Congo joueront dans le groupe H aux côtés du Sili national de Guinée, les Taifa Stars de la Tanzanie et les Walia de l'Éthiopie. C'est le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations effectué ce jeudi par la Confédération africaine de football. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous rester toujours fidèles et à très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.